Bonjour à toutes et à tous, on n'a toujours pas donné de nom à ce nouveau format avec Chris. Bonjour Big Rusty. Bonjour, oui. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On n'a toujours pas donné de nom à ce format, donc n'hésitez pas, si vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast en audio, sur la plateforme que vous souhaitez, à nous faire un petit DM. Si vous nous regardez sur YouTube, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à suggérer quelque chose. Alors pour cette rencontre du troisième type, épisode 2, alors, messieurs, là on s'intéresse bien évidemment à l'UFC 271 et Chris a fait ses devoirs puisqu'il va nous parler du main event de l'UFC Vegas 48, Johnny Walker contre Mr. Hill qui est en remplacement, en short notice malheureusement, de Rafael Dos Anjos contre, j'ai oublié son nom, Raphaël Fiziev, et oui, le choc des Raphaël, voilà, allez générique. Soit. Donc UFC 271, victoire d'Israël Adesanya. Déjà Chris, toi, qu'as-tu pensé de cette victoire? Il y en a certains qui parlent d'une masterclass d'Israël Adesanya, d'autres qui disent peut-être que c'était un vol. Il y a un peu de tout qu'on a pu voir. Effectivement, moi j'avais vu sans le son la première fois. Le premier feeling que j'avais, c'était effectivement une performance tout en contrôle pour Adesanya. J'ai même pas regardé la décision, pour être honnête. Je me suis dit, ok, c'est bon, il va gagner. Je donnais 49-46 au premier visionnage. Et après, en regardant sur Twitter, je voyais que les gens étaient surpris, que Whittaker était lui-même surpris. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais revoir ça, parce qu'effectivement, à 6h30 du matin, on n'a pas les yeux en face des trous et tout ce qui s'ensuit. J'avais mon bébé à côté de moi dans mon lit, donc je n'étais pas à 100% dedans. Et donc, j'ai re-regardé en me disant, tu sais quoi, je vais me placer en tant que juge. Et là, effectivement, je trouvais que c'était beaucoup plus serré que de prime abord. En fait, il y a deux rounds qui sont vachement clairs pour moi. C'est le premier et le troisième, et les deux vont pour Israël Adesanya. C'est peut-être pour ça qu'on a un sentiment général où on se dit Israël a dominé le combat. Et quand on regarde les trois autres rounds, c'est un peu plus serré. Pour moi, il y en a un qui penche vers Adesanya, un qui penche légèrement vers Whittaker et un qui penche en tout. Le cinquième, je pense qu'il y a quasi un consensus, on va dire, général pour le donner aussi à Whittaker. Donc, effectivement, il y avait un peu ce sentiment chez tout le monde. Par rapport à définir ça comme une masterclass, oui et non. C'est-à-dire que vu la structure du combat, je trouve qu'il a très bien géré ça. Mais il a quand même pris des risques, parce que comme je dis, comme le combat était serré, sur le quatrième et surtout sur le cinquième round, je trouve qu'il le laisse un peu filer, et c'est potentiellement serré, parce que quand on voit les décisions qu'il y a eu ce soir-là, et d'ailleurs récemment, il y a eu plusieurs décisions où on a froncé les sourcils. On en parlait la semaine passée avec Sal D'Amato qui avait fait des folies sur 3 combats, du fait, je pense. Ouais. Voilà, c'est un peu risqué. J'appellerais pas ça une masterclass, c'était en contrôle, mais il a pas cherché à faire plus que la satisfaction, on va dire. Dis donc, attention, Israël Adesanya. Et est-ce qu'on commence, mine de rien, à avoir quelque chose qui se passe de son côté, à se dire pourquoi pas, là, le chemin qu'a emprunté Robert Whittaker, avec un style bien évidemment plus complet que lors du premier combat, et d'ailleurs il a été transformé par le premier choc face à Israël Adesanya, puisque maintenant, il tente beaucoup plus d'amener au sol, soit bien évidemment première attention, ou soit tout simplement pour créer un petit peu la panique chez l'adversaire. Est-ce que là, on est en train d'entrevoir finalement le chemin vers la victoire face à Israël Adesanya, véritablement ou pas? Rust, est-ce que tu te dis que là la concurrence est en train, en tout cas le gap entre Israël Adesanya et le reste de la catégorie est en train, mine de rien, de rétrécir petit à petit? En vrai, je sais pas. Franchement, il faudra voir ce que tu en penses et ce qu'en pense Chris, mais j'ai pas l'impression. En vrai, personnellement, j'ai plutôt l'impression que c'est simplement qu'ils sont tous les deux beaucoup trop hauts pour le reste, vraiment en termes de profondeur technique et dans tous les domaines, j'ai l'impression, dans le sens qu'ils sont capables de le lier mieux que les autres. J'ai juste pas l'impression, en fait, qu'il y ait quelqu'un d'autre que Robert Whittaker, pour l'instant, en middleweight, qui soit vraiment capable de mettre en difficulté Israël, en fait. Donc, je pense que c'est simplement, à mon avis, une question de Whittaker et de son camp qui sont brillants, qui ont fait des ajustements qui lui ont permis de se rapprocher un peu plus de Adesanya,
qui lui, quant à lui, du coup, il avait fait tellement pour le coup une masterclass sur le premier combat qu'il n'y avait pas grand-chose entre guillemets qu'on pouvait visiblement voir comme étant une progression. Donc je pense que c'est simplement des ajustements et une intelligence de Robert Whittaker de son camp d'entraînement qui ont fait qu'on a eu un combat plus serré. Mais je pense pas que Adesanya ait soit perdu un petit peu de sa superbe ou soit que du coup ça pourra donner un petit peu des pistes au reste de la catégorie. Parce que le coup de la lutte, bon, ça, c'est un peu ce qu'on a toujours pensé, ce que tout le monde dit. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'invente pas le fil à couper l'eau chaude. Hein, c'est un peu tout le monde est en mode, bon, bah, faire ce qu'a fait Jan Blachowicz, ou alors réussir à faire du style Khabib, et peut-être donc c'est pour ça qu'on parlait de Khamzat contre Adesanya. Mais ça a toujours été là, en fait. Du coup, je sais pas ce que tu en penses, Chris, mais pour moi, c'est pas vraiment que le gap se rétrécit, c'est juste qu'ils sont tous les deux sur le mont Olympe, mais ils chill, quoi. Ouais, je suis assez d'accord parce qu'en fait, quand on regarde la division middleweight, maintenant, les deux prochains contenders que Israël Adesanya n'a pas encore affrontés, qui sont dans le top, c'est Cannonier qui vient de gagner et Sean Strickland aussi qui a gagné la semaine passée. Et personnellement, j'ai du mal à les voir vraiment inquiéter Israël Adesanya. Donc sur 2022-2023, j'ai tendance à dire que celui qui a le plus de chances d'inquiéter Israël Adesanya, ce serait un troisième combat avec Whittaker. Mais voilà, l'UFC, quand c'est 2-0, il faut vraiment se prouver. Whittaker, il va devoir faire comme Max Holloway pour récupérer un title shot et peut-être essayer d'avoir son 2-1. Aussi serré, le combat du week-end passé et été. Donc, ouais, je te rejoins totalement, Rust. Je pense pas qu'Adesanya perde quoi que ce soit. Il perd juste son côté spectaculaire. Parce qu'on en a un peu parlé la semaine passée. Voilà, quand tu es champion, tu n'as plus besoin vraiment d'être spectaculaire pour gravir les échelons. Tu as la ceinture, tu gagnes, tu gagnes. Petit défaut de l'UFC, le contrat a été prolongé avec Israël Adesanya. Il y a des rumeurs comme quoi c'est ultra bien payé, etc., etc. Et ils l'ont signé avant le combat. Et donc, Israël Adesanya n'avait pas besoin de ce combat pour faire quelque chose d'extraordinaire et puis négocier une super prime. C'était déjà tout fait, tout négocié. Donc, je me demande s'il n'y a pas ce petit côté aussi. Bah, je suis champion, mon contrat super qualitatif en termes d'argent, il est signé. Moi, je suis là, je vais gagner, je vais voir ce que Robert Whittaker fait et puis je m'adapte à lui pour gagner mes rounds. Et Whittaker est venu, comme tu l'as très bien dit, Guillaume, avec une stratégie totalement différente que le premier combat. Où le premier combat, il a foncé, il a été agressif, il a voulu chasser la tête constamment de Israël Adesanya, qui désengageait de plus en plus. Donc, ça forçait Whittaker à engager de plus en plus. Et au moment où il surengageait de trop, c'est là où Israël Adesanya a dit « J'arrête de désengager et je contre ». Premier knockdown en fin de premier round. Deuxième, c'est un KO dans le deuxième round, un peu comme Masvidal contre Cerrone. Il l'a pas battu une fois dans le premier combat, mais il l'a battu deux fois. Mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus, finalement, Robert Whittaker, dans l'optique d'une trilogie? Parce que là, ça paraît quand même compliqué, même s'il y a un troisième combat, on se souvient. Enfin, si on est dans une situation différente, à savoir Max Holloway contre Volkanovski, le premier combat est à l'avantage de Volkanovski, même si Max Holloway, bon, revenait tant bien que mal en fin de combat. Deuxième combat, Max Holloway démarre très fort, avec 2 knockdowns, et ensuite, Volkanovski s'adapte. Donc, tu vois, il y a une petite histoire. Là, mine de rien, sur les deux combats, il y a un KO, un knockdown dans le deuxième combat, et puis mine de rien, ensuite, même si Robert Whittaker revient bien, Israël Adesanya gagne à la décision. Là, moi, je me dis, qu'est-ce que peut faire Robert Whittaker en plus pour s'imposer face à Adesanya, sachant qu'il y a aucun moment dans le combat, alors je te rejoins complètement, par moment, le combat est très serré, mais on n'a jamais vu Adesanya proche de la rupture. Non, du tout. C'est vrai qu'on était très loin d'un finish. Là où on a été le plus proche d'un finish, c'est sur le knockdown. Et c'était pas un gros knockdown, c'était un knockdown parce que Whittaker était sur un appui. Après, voilà, j'ai entendu Jack Slack dire que c'était pas un vrai knockdown parce qu'il est sur un appui, il tombe, il se relève directement. Quand on regarde au ralenti, on voit quand même que il est légèrement désorienté. En cas de troisième combat, moi, un truc que j'ai réalisé, c'est que les 3 rounds les plus serrés, c'est Whittaker qui commence à marquer des points. Et donc, c'est Israël Adesanya qui doit venir rechercher, récupérer le round. Alors que le premier et le troisième round, c'est Adesanya qui commence à saper avec des low kicks. Et du coup, c'est à Whittaker à courir après le score. Donc, la première chose, ce serait d'ouvrir chaque round en prenant d'abord des points et en forçant Israël Adesanya à ouvrir son jeu. Et le deuxième point, c'est continuer. Donc, tous les takedowns qu'il a réussi, c'est parce qu'il a eu un bon timing dessus. Tous les takedowns qu'il a ratés, c'est parce qu'il a essayé proactivement d'aller les chercher de trop loin et il n'avait pas accès aux hanches. Par contre,
une fois que c'était au sol, il y avait un petit manquement chez Whittaker. Je sentais une petite précipitation. Encore une fois, c'est peut-être mental. C'est peut-être, oh, voilà, je l'ai au sol. Il faut que je fasse quelque chose. Et il perdait ses moyens. Et d'ailleurs, on l'a vu à son premier takedown contre la cage. Israël Adesanya, techniquement, très bien. Il est vraiment excellent pour se relever à la cage. Il n'y a rien à faire. Whittaker a eu plusieurs opportunités, soit de venir casser la base, parce que Whittaker se posait sur sa main gauche. Il y a moyen de venir chercher un genre de Dagestani handcuff, casser la base et puis le mettre sur ses épaules. On voit qu'il veut venir le chercher, il se rend compte que c'est trop loin, il vient prendre un contrôle de hanche. Et là, il a une bonne idée, il vient frapper en se disant, en frappant, peut-être qu'il va lâcher sa main gauche pour défendre et il va tomber. Sauf qu'il accepte d'encaisser les coups. Et là, il veut mettre sa jambe droite au sol pour se relever. Et on voit vraiment Whittaker qui se dit, non, je vais rattraper son pied. Mais au moment où il veut rattraper son pied, c'est trop tard. Et puis il se dit, mince, qu'est-ce que je fais? Je viens chercher le body lock. Et donc, ça manquait un peu d'anticipation. C'est-à-dire qu'il était vraiment réactif par rapport à ce que Adesanya faisait au sol, plutôt que se dire, OK, Adesanya est dans cette position. S'il veut se relever, il doit soit bouger son pied droit, soit se relever avec son bras. Je vais couper une des deux opportunités pour le maintenir au sol. Donc, c'est un truc qu'il doit travailler. Maintenant qu'il a ce deuxième combat, il sait qu'il peut amener au sol. Maintenant, il doit travailler absolument sur ce contrôle. Position before submission et position before ground and pounds. Et c'est marrant que vas-y, Rust. Ouais, c'est marrant que tu cites Jack Slack, que j'écoute aussi de manière religieuse presque. Mais il y a un truc que lui aussi dit depuis très longtemps, donc il faut rendre à César, mais c'est que, en gros, lui, c'est un amoureux évidemment du double jab, mais parce que c'est une arme qui est sous-utilisée en MMA. Et en gros, en l'occurrence, là, il l'a utilisé de ouf pendant le combat Whittaker. Et une des idées, ce que proposait justement cet analyste anglais, c'était d'utiliser le double jab, mais pas seulement pour essayer de toucher par ce double jab, mais ensuite de le faire à un endroit où, lorsque tu fais reculer Adesanya contre la cage, généralement, comme il est, c'est un brillant défenseur et qu'il a des très bons mouvements, il va pas juste arriver contre la cage en mode Junior Dos Santos, se coller le dos et être en mode putain, ça y est, je suis terminé. Généralement, il va plutôt arriver et dès qu'il va être contre la cage, il prend une direction ou une autre. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on attendait de la part de Costa, c'est le faire reculer et ensuite, une fois qu'il l'a reculé, là, pour le coup, le matraquer au corps parce que d'un côté ou de l'autre, avec des gros middle de port, des gros low kicks, des trucs comme ça peut passer beaucoup plus. Et ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu. Et alors, du coup, ça me permet de rebondir sur une question peut-être pour toi, Chris, mais une fois comment est-ce qu'aurait pu faire Whittaker pour gagner le centre de la cage? Parce que, alors que c'est lui qui est théoriquement censé avancer, parce que c'est normalement lui qui a la moins grande allonge et donc qui doit aller chercher, casser la distance, etc., c'est lui qui a constamment cédé le centre de la cage. Comment tu l'expliques, ça? Moi, j'expliquerais ça simplement par le premier combat. Au premier combat, il avait le centre de la cage parce qu'il était super agressif et il engageait tout le temps. Et dans ce deuxième combat, il se voulait être plus patient, peut-être chercher un peu plus le contre. Et la deuxième explication, on en avait parlé la semaine passée, Rust, c'est Adesanya est beaucoup plus facile, moins difficile à amener au sol à l'ouvert qu'à la cage. Il défend très très bien contre la cage. Par contre, à l'ouvert, c'est là où il s'est fait plus facilement amener au sol par Blachowicz, aussi par Vettori, et ça a été encore prouvé ce week-end. C'est à l'ouvert que Whittaker a trouvé ses ouvertures, ses takedowns réactifs et les a plus ou moins finalisés. Alors, en MMA, c'est toujours un peu ennuyant parce qu'on dit qu'on finalise un takedown quand le gars a ses fesses au sol. Normalement, en lutte, on dit qu'un takedown est finalisé quand les deux épaules sont au sol. Il n'y a pas une fois sur le combat où Adesanya avait ses deux épaules au sol et son dos au sol. Donc, il était dans le processus de compléter les amener au sol, mais pour moi, il n'y a aucune des amenées au sol qui était réellement complétée, où il a eu un vrai contrôle. Il y a eu du petit contrôle, mais pas sur une position intéressante qui lui aurait permis quoi que ce soit. À part le dos debout. Oui, complètement. On va finir là-dessus, sur ce main event, avec un petit débat, peut-être. C'est Chris qui a eu cette idée-là. C'est concernant, bien évidemment, Israël Adesanya. Là, les gens peuvent peut-être commencer à se dire, il fait plus le show en dehors de la cage que lors de ses combats. Ce qui peut peut-être à terme devenir gênant pour quelqu'un comme Israël Adesanya, qui se veut être, mine de rien, une des grosses attractions de l'UFC, en tout cas pour l'UFC, qui a l'air de miser sur lui pour la suite. Et c'est vrai
que là, voilà, on peut se dire qu'il n'a plus envie d'impressionner Israël Adesanya depuis Jan Blachowicz, depuis Marvin Vettori, enfin en gros, depuis cette année 2021 qui est de son propre aveu la plus contrastée de sa carrière. Alors messieurs, est-ce que là c'est finalement une question d'adversaire tout simplement? Et par exemple, contre moi ce que je pense, mine de rien, c'est que Jared Cannonier et Sean Strickland, on pourra avoir un Adesanya qui sera plus spectaculaire, mais parce que ça dépend surtout de ses adversaires et que c'est quelqu'un de très intelligent, et que par exemple, même quand on a eu le combat contre Yoel Romero, que les gens commencent à oublier, bah tout simplement Adesanya il allait pas être spectaculaire parce que bah il aurait potentiellement pris son KO. Ouais, moi je suis assez d'accord. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une question de mindset. Maintenant, il est champion, il considère que c'est à ses challengers de venir le chercher. Il y a, je sais pas, en psychologie, je pense qu'on appelle ça l'effet miroir, c'est de se plaindre d'un défaut chez quelqu'un d'autre alors que tu sais très bien que c'est le tien. Quand il a critiqué John Jones à plusieurs reprises, c'était sur les 3 derniers combats de John Jones en disant tu es juste là pour défendre ton titre, tu fais plus de spectacle, tu n'es plus là pour vraiment gagner et t'imposer, tu te contentes du minimum. Et en fait, c'est ce qu'il est en train de faire pour l'instant sur ces derniers combats, j'ai l'impression. En tant que champion, en tout cas, il vient pas chercher la victoire spectaculaire, il vient se dire, OK, c'est au challenger de s'ouvrir pour venir gagner. Et si le challenger ne s'ouvre pas, moi, je vais pas faire quelque chose de Et ça, il l'a spectaculaire. dit mot à mot, ouais, en conférence Voilà, de presse. ok, ben voilà, Ouais. du coup, je lui ai volé les mots que j'avais pas entendus. Ouais, je me jette des fleurs, genre, j'ai trop lu Non, non, mais comme quoi ça le se tient. mindset d'Adesanya. Comme quoi ça se tient par rapport à ce que tu as vu et ce que tu as analysé et ressenti de lui et de ce qu'il fait dans la cage. Bah finalement, du coup, c'est complètement raccord, quoi. C'est voilà, le Mais minimum pour être sûr d'assurer le coup. Mais en fait, on en avait aussi parlé la semaine passée que moi, je considère Adesanya comme quelqu'un qui est très fort pour engager le combat parce qu'il a une lecture du jeu qui est incroyable sur base des feintes et du coup des réactions de son adversaire. Mais au final, depuis qu'il est à l'UFC, son meilleur taf est fait en contre. Brunson, c'est en contre sur une Ouais. amenée au sol. Paulo Costa, c'est plus ou moins un contre quand que ça rentre. Whittaker, c'est un contre, enfin, c'est même 2 contre quand il rentre. Et donc, au final, le plus spectaculaire dans le jeu de Adesanya, c'est en contre, sauf son premier combat contre Rob Wilkinson. Je pense que depuis, voilà, tout ce qui a été spectaculaire chez Adesanya, c'est plutôt du contre. Il fait des très très belles choses en engageant, mais ça vient jamais finaliser. Par exemple, le knockdown de ce week-end, il est magnifique d'ailleurs. Hein, il feinte le low kick. On a un Whittaker qui vient checker le low kick qui était supposé venir et il part sur un direct, c'est sublime, mais c'est pas le KO. Donc, ouais, étant donné qu'il fait son spectacle en contre, si son adversaire vient et qu'il laisse peu d'ouverture, comme Whittaker ce week-end, ben on a plus un combat où ben moi je viens mettre mes frappes qui touchent, qui me donnent l'avantage aux yeux des juges, et puis c'est à toi à t'ouvrir pour me créer l'ouverture pour mon contre spectaculaire. Mais j'étais en train de chercher tout à l'heure, je suis allé du coup sur la liste des champions selon les années, etc. à l'UFC. Et j'ai cherché un champion pour lequel, un champion, disons, dominant, qui a eu une ère de dominance et qui pouvait faire mentir un petit peu cet adage qui est que bah, une fois que tu es champion et que tu commences à être installé, du coup, tu prends moins de risques et tu laisses aller. Bah, j'avoue que, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est une constante, quoi. Parce que si on monte des petites vers les grandes catégories, que ce soit José Aldo pour un des plus connus, que ce soit Demetrius Johnson, c'est un petit peu spécial, je trouve, parce que la concurrence n'était pas forcément non plus, enfin, elle était tellement plus basse que bon, bah, c'est un peu comme quand tu te bats contre ton petit cousin. Bon, forcément, à un moment donné, tu vas lui mettre un étranglement, quoi. Mais pour le reste, ben, j'avoue que ouais, j'ai pas vraiment de contre-exemple en fait. À la limite, on pourrait dire John Jones, mais même non, parce qu'au bout d'un moment, John Jones faisait ça aussi et gagnait à la décision. Ses dernières défenses contre Anthony Smith, etc., c'était ça. Donc en fait, à moins que ce soit parce qu'il y a une grosse concurrence et que du coup, tu es obligé de te sortir les tripes et donc tu fais des combats de dingue. On peut penser par exemple au règne de Robbie Lawler, ou on peut penser à d'autres combattants qui, du coup, en gros, chaque combat, c'est un combat pour la vie. Mais c'est vrai qu'en fait, sinon, ouais, je sais pas si vous en avez, toi, Guillaume ou Chris, si vous avez des contre-exemples qui peuvent venir à l'inverse de ça. Le seul contre-exemple auquel je pourrais penser, mais il a arrêté trop tôt, il n'a pas été assez dominant, ce serait Ouais, Khabib. Khabib est resté dans son style, mais en même temps, son style à lui, c'était vraiment la surdominance. Moi, il y a aussi ouais, peut-être un petit point en plus, donc on en avait déjà parlé, c'est voilà, quand tu es champion, tu as une cible sur ton dos, tout le monde a des heures et des heures de vidéos sur toi, donc on vient super préparé avec un game plan, tu rencontres les meilleurs des meilleurs.
il y a aussi ce côté striker versus grappleur. Je dirais qu'un grappleur qui doit imposer son jeu, une fois qu'il est au sol, s'il est ultra dominant comme Khabib, il sait qu'il n'a aucun risque. Une fois qu'il a le top control, il sait qu'il va dominer et donc il peut continuer à avoir un style un peu excitant. Alors qu'un striker, son objectif, c'est de garder ça debout. Et pour garder ça debout face à un bon lutteur, tu ne dois pas exposer tes hanches. Donc, tu vas moins surengager. Donc, tu vas plutôt chercher les jabs, les low kicks. Et donc, il y a peut-être ça aussi. Anderson Silva, quand tu regardes son combat contre Demian Maia ou contre Thales Leitis, c'est typiquement 2 combats qui sont underwhelming, donc qui sont décevants pour les fans parce qu'on s'attendait à mieux, mais parce qu'il sait que là où il y a un risque contre Leitis ou contre Maia, c'est au sol. Donc, il ne veut pas s'exposer. Donc, il marque juste ses points debout. Et pareil pour Israël Adesanya, c'est un striker. Le gros risque pour lui, c'est s'il se fait amener au sol et donc il n'expose pas trop ses hanches, il reste très je marque mes points et puis c'est à l'autre à s'ouvrir et puis si le contre vient, tant mieux et puis ça s'arrête là quoi. Mais effectivement, sur les longs règnes, ça s'estompe un peu la qualité du divertissement des combats. On est plus dans la recherche de la victoire à tout prix. Mais c'est vrai que c'est intéressant, j'avais jamais réfléchi à ça comme ça, mais c'est vrai que le style de Khabib, c'est effectivement la surdominance et c'est uniquement que comme ça qu'il est capable, entre guillemets, de combattre. Mais c'est vraiment intéressant. Et effectivement, du coup, c'est vrai que c'est un peu un crève-cœur de se dire qu'on le reverra plus parce que du coup, j'aurais été effectivement très, très, très curieux de voir comment est-ce qu'il aurait opéré dans le temps long. Parce qu'au bout d'un moment, forcément, au bout de la 7e défense de titre, si j'aurais été vraiment étonné, et là, il aurait confirmé son statut à jamais d'anomalie totale. Mais si après 6, 7, 8 défenses, il continue d'être comme ça. Mais parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, tu vois, qu'un autre gars qui était, c'est le gars le plus complet peut-être de tous les temps, Georges Saint-Pierre, mais qui mettait l'emphase sur la lutte, et en revanche, au sol, alors qu'effectivement, tu as beaucoup moins de risques parce que tu peux contrôler complètement les débats ou presque en étant au sol, malgré tout, il restait dans des positions entre guillemets plus sûres où il prenait pas de risques, mais il marquait des petits points, etc. Mais c'est vrai que pour Khabib, vraiment, j'aurais été très curieux. J'aurais vraiment été très curieux. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Excuse-moi, je finis juste sur un dernier truc, tant que j'y pense. Et je sais qu'en plus, en le jetant comme ça dans le podcast, je m'en souviendrai pour la suite. J'ai entendu l'interview de Khamzat ce matin et il disait un truc qui était super intéressant. Il disait, parce qu'en gros, l'intervieweur russe lui demandait, mais alors, t'as jamais dépassé le second round, tout le monde est en train d'en parler, c'est bien joli de pouvoir exploser comme ça, mais si jamais c'est un 5 rounds, est-ce qu'on n'aurait pas un Khamzat qui serait moitié moins bon, quoi? Et Khamzat répond un truc qui est vraiment intéressant. Il a répondu, écoutez, en fait, mes coachs me disent que je suis de mieux en mieux et encore meilleur au fur et à mesure du combat et au fur et à mesure des rounds, parce que justement, au début, je suis tellement tout feu, tout flamme et j'ai tellement envie de matraquer, d'en finir, d'avancer, de finir, etc., qu'en fait, je fais des erreurs. Et plus le combat arrive et plus je dois économiser mon énergie et plus je dois faire attention à ce que je fais, plus je suis technique et donc plus je suis dangereux. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme concept. Et c'est pour ça que même pour Khabib, j'aurais vraiment, encore une fois, mais bon, on va pas faire un podcast sur lui, mais j'aurais justement aimé voir si ça se trouve, mes explosions interplanétaires, on l'aurait vu encore meilleur en grappling face à un mec qui lui donne du fil à retordre au fur et à mesure des rounds, quoi. C'est totalement une possibilité parce que c'est vrai que quand tu es dans le rush, c'est tes automatismes qui fonctionnent et certains, surtout les combattants cérébraux, dès qu'ils doivent un peu plus réfléchir, soit ça joue pour eux, soit ça joue contre eux. Ça dépend aussi de l'énergie. Si tu fatigues, mais que ton cerveau, moi ça m'est déjà arrivé, je suis en grappling, je suis en dessous d'un poids lourd et tout, je sais techniquement ce que je dois faire. Mais si mon corps il réagit pas, je passe pour une ceinture blanche, tu vois. Donc il y a ça qui joue. Je voulais juste rebondir sur un tout petit truc, c'est par rapport à Georges Saint-Pierre, parce qu'on parle grappleurs qui savent s'imposer de manière dominante quand tu veux défendre en titre versus un striker qui doit être plus attentif parce qu'il doit rester dans son domaine de prédilection, le pied-point. On a aussi les champions qui sont plus complets. Georges Saint-Pierre, c'est quelqu'un qui était complet et qui avait toujours un domaine dans lequel il savait s'imposer par rapport à son adversaire et son intelligence, c'était d'amener le combat dans ce domaine-là. Mais le truc, c'est que étant donné qu'il était excellent partout, il n'était pas le meilleur partout et donc il ne savait pas non plus s'imposer de dingue et avoir des performances complètement dominantes comme Khabib au sol ou comme Anderson Silva debout à l'époque.
Ouais. Moi, messieurs, personnellement, je pense qu'Israël Adesanya va remettre les pendules à l'heure lors de ses prochaines défenses de ceinture. Et je pense que ça fait aussi partie un peu quelque part de... On en parle de temps en temps avec Russ, ça, quand il se passe pas grand-chose lors d'une Fight Week, les journalistes, ils sont en mode, qu'est-ce qu'on peut utiliser un peu comme argument pour un espèce de débat à la con. Et là, c'est Israël Adesanya, tout le monde s'ennuie avec lui. Il y a eu exactement la même chose avec Kamaru Usman après son premier combat contre Masvidal. Tout le monde était là en mode, ah, regardez, putain, c'est vrai qu'il est chiant, ce gars-là. Il a fait son année 2021, là, tout le monde a oublié ce qui s'était passé, C'est vrai, mine de rien, en juillet 2020. Donc je pense que les gens aussi, mine de rien, la mémoire assez courte. Et puis c'est vrai que aussi, les gars, souvenez-vous de février, c'était donc 2020, Adesanya Romero, ce combat-là, une fois qu'il a eu lieu, on était tous en train de se dire, c'est peut-être le title fight le plus chiant de l'histoire. Enfin, on en était là quand même. Et bon, aujourd'hui, finalement, l'UFC a même réussi à placer le highlight du combat, et je crois qu'ils ont réussi à même placer quelques highlights dans le combat en mode, regardez ce qu'il a réussi à faire à Yoel Romero, machin, donc bon... L'UFC est trop fort. Ah bah ouais, non, c'est des machines. Hein. Mais c'est vrai que, comment dire, pour Adesanya, pour le coup, j'espère effectivement que contre Cannonier, parce que ce sera le prochain, qu'il arrivera à ses fins et qu'il arrivera à le terminer. Franchement, je pense que oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que pour le coup, alors Sean Strickland, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis presque encore. J'aime le divertissement qu'il apporte, l'honnêteté qu'il a par rapport à tous les sujets. Tu lui poses une question, il a zéro filtre en fait. Il va te répondre, même sans tourner une fois langue dans sa bouche, il va te répondre. Mais c'est vrai que même en termes de technique, je pense que ce serait encore moins intéressant face à Adesanya. Ouais, je pense que Strickland contre Adesanya, là, je vois vraiment aucun chemin vers la victoire pour Strickland, sans vouloir lui manquer de respect. Je pense qu'on a un boxeur, enfin, quelqu'un qui est au-dessus de ses appuis, qui utilise pas une énorme allonge, qui expose jamais ses hanches, qui surengage jamais, face à quelqu'un qui est excellentissime pour gérer la distance et principalement le kicking range. Donc, je vois pas comment Strickland va pouvoir rentrer dans le boxing range contre Adesanya sans se faire casser les bas, sans prendre des middle, sans prendre des virgule kicks. Cannonier, voilà, il y a encore ce côté explosif qui pourrait surprendre Adesanya, mais voilà, c'est plus là que se trouve son chemin vers la victoire. C'est un peu l'effet de surprise. Peut-être faire croire qu'il est lent au début du combat, envoyer des bêtes jabs sans vouloir vraiment toucher, mais pour donner une fausse impression de lenteur, et puis exploser à un moment et essayer de surprendre Adesanya comme ça. Bon, je vais encore faire une analyse plus poussée quand le combat se rapproche, mais de prime abord, j'ai l'impression que Adesanya aura très vite son timing, sauf si il fausse un peu le timing en début de combat et qu'il essaye de le surprendre par la suite. Mais et juste pour revenir sur ce que tu disais, Guillaume, c'est vrai que par contre c'est marrant ça aussi du point de vue juste c'est divertissement et faire un petit peu oublier que bah tu vas de plus en plus tranquille, parce que pour le coup Sean Strickland, c'est vrai que lui c'est vraiment ça. Alors t'as l'impression que tu sais, c'est inversement proportionnel. Plus il fait du trash talk de porc et plus il est animé, plus il fait des vlogs de sa maison, etc., plus c'est à moitié pour cacher le fait que le combat va être horrible, en fait. Parce que pour le coup, le dernier combat, c'était ça. Et c'est vrai que ça fait bizarre, en gros, que, entre guillemets, presque toute la machine de communication qu'il a réussi à créer, Strickland, c'est pour tout sauf ce qu'il fait dans la cage, en fait. Parce que, il a des victoires, c'est vrai, mais il est connu pour quand il se bat pendant un sparring avec Orlando, je sais plus trop quoi. Il est connu pour parler de tous les sujets et dire que, en gros, s'il n'était pas là, il serait probablement en train de cambrioler des maisons ou je sais pas trop quoi. Et c'est vrai que je sais pas s'il y a un parallèle avec Adesanya, parce que lui, il est hardcore, Sean Strickland, mais c'est vrai qu'Adesanya, tu as presque l'impression un petit peu aussi que maintenant, bah, c'est peut-être un petit peu plus ce qu'il dit qui va faire vendre, encore plus que, comme ça l'était par le passé, le fait qu'il met des gifles de l'espace, quoi. Ouais, Strickland, ah oui, vas-y, Chris. Vas-y, je t'en prie. Ah bah, je voulais dire, petit point stat, il est à 18-0 chez les middleweights, Sean Strickland, quand même. Non, c'est magnifique, hein. Puis messieurs, avançons sur cette carte, donc il y a eu la victoire de Tai Tuivasa, mais nous n'allons pas en parler, parce que Rust a dit non, c'est terminé, on en a déjà parlé suffisamment. Non, c'est pas ça, mais oui, bon, un petit peu ça. Non, ok, mais fallait pas. Mais oui, j'aurais été curieux d'avoir l'avis de Chris, mais on en avait déjà parlé avec Chris. Allez, je peux faire un challenge et faire parler en 1 minute 30 donner mon avis.
Et Damn, bah, let's c'est go. parti. Tai Tuivasa, nouveau numéro 3 mondial. Ok, alors Tai Tuivasa, pour moi, est arrivé avec la bonne stratégie contre Derrick Lewis. Il est venu pour casser les bases, envoyer des low kicks, parce que Derrick Lewis a vraiment du mal avec ça, et pour travailler le corps, pour essayer de le fatiguer. Ce qui était assez marrant, parce que j'ai l'impression que Derrick Lewis voulait fatiguer Tai Tuivasa, en sachant qu'il est très dangereux dans le premier round, et vice-versa. Je pense que Tai Tuivasa, il s'est dit, je vais casser les bases de Lewis, et je vais le taper dans son corps pour le fatiguer, pour que sa puissance soit moins impressionnante. Ce qui a sauvé Tai Tuivasa, pour moi, c'est son menton et sa capacité de rester solide dans le combat. C'est-à-dire que il se fait toucher, il se relève, il est encore en train de se faire frapper et il cherche à contrer. Et je pense que mentalement, chez Derrick Lewis, ça a fait je suis incapable de le mettre KO, qu'est-ce que je vais faire? Et ça l'a surpris. Et j'ai bien aimé le coin de Tai Tuivasa qui lui a vraiment dit tu restes sur les bases, tu restes sur ce sur quoi on a travaillé. Derrick Lewis, on voit beaucoup de frappes courbées, des crochets, des larges crochets. Tai Tuivasa, il est resté sur ses jabs et ses overhands qui sont quand même qui viennent chercher plus de distance. Et ça lui a permis de trouver un range où il savait défendre toutes les attaques de Derrick Lewis à partir du deuxième round et venir le toucher. Et puis ce coup de coude était juste magnifique. Absolument magnifique. Donc voilà, c'est la précision et la simplicité qui ont fait la différence dans ce combat face à l'explosivité et peut-être un côté un peu plus brouillon chez Derrick Lewis. Et voilà, 1 minute 30. On est bon. Récidiviste en plus, Tai Tuivasa qui avait fait un même coup dévastateur face à Cocorico Cyril Asker. Bien, messieurs, on va avancer et on va parler de Bobby Green qui ouvrait la main card. Donc Bobby Green qui, on a envie de le voir contre là aussi notre cher Faresia, mais c'est vrai que la Bobby Green, en l'espace d'1 an, il est vraiment devenu l'un des instigateurs de cette catégorie lightweight, au point que peu importe, victoire ou défaite, les gens là, il y a une petite campagne qui est en train de se faire pour qu'il ait son premier main event Bobby Green, parce que dans la victoire comme dans la défaite, bah, ces combats sont toujours plaisants, et puis mine de rien, bah, on se souvient aussi il y a quelques mois de cela, le choc face à Raphaël Fiziev, où je pense que nous et Fiziev, nous ne nous attendions pas à quelqu'un d'aussi difficile à manœuvrer. Ce qu'a fait Bobby Green là contre Nasrat justement, c'était honnêtement, c'est une utilisation de la boxe anglaise comme on voudrait la voir partout tout le temps. Une utilisation, mais tu sais, des bases en gros des trucs. Lorsque tu commences à faire de l'anglaise, tu commences à faire de la taille et que du coup tu commences à apprendre un petit peu comment ça marche pour genre faire diversion du vers le haut pour taper en bas, etc., jouer avec les différents niveaux. Bah, en fait, tu comprends et tu comprends que c'est assez instinctif et que tu mets un coup au ventre, au plexus, bah, le mec va baisser sa garde, tu mets au-dessus. C'est des trucs en fait qui sont les bases des bases des bases, mais qu'en fait, en réalité, on le voit pas si souvent que ça en fait. Et Bobby Green, là, ce qu'il a fait contre Nasrat, mais c'était ça, mais fait avec une maestria. Il y a des enchaînements et ils les ont repassés, ils ont été bons, où il fait genre jab au corps, jab à la tête et il revient avec un direct à la tête, mais oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'était beau! Et honnêtement, bah, il est resté en direct quasiment tout le combat, mais bah, pourquoi changer, sachant que littéralement il était en train mais vraiment, d'éclater son vis-à-vis. Nasrat qui était visiblement sans solution, mais en termes de mécanique de frappe, 2, d'utilisation de l'anglaise et changement des niveaux, des déplacements. Il avait des très bons déplacements aussi pour éviter ce que faisait Nasrat. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était beau, quoi! Je sais même pas quoi ajouter. Non, effectivement, moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé. C'est sa posture avec beaucoup de poids sur la jambe avant. C'est quelque chose que McGregor fait beaucoup, et si on va en anglais, c'est quelque chose que Mayweather utilise beaucoup. Le fait qu'il mette beaucoup de poids sur sa jambe avant, ça le rapproche de son adversaire et ça donne aussi une fausse optique de la distance à Nasrat qui pense que son adversaire est plus proche que ce qu'il est réellement. C'est-à-dire que quand Nasrat envoyait ses overhands ou même ses jabs ou peu importe quelle frappe, normalement un adversaire, quand il est en posture normale, en 50-50, bien réparti entre ses deux jambes, s'il veut esquiver, il doit faire un recul du buste. Là, étant donné que Bobby Green est sur sa jambe avant, il doit simplement revenir en 50-50 pour esquiver et il est du coup en bonne posture pour déjà frapper puisqu'il est dans la posture classique pour attaquer. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est en contre. C'est-à-dire que bon, Bobby Green est fort connu pour rouler avec les frappes ou utiliser les épaules, ce qui est rare en MMA, qu'on utilise plutôt en boxe anglaise avec les gros gants. Mais c'est un style qu'il a bien développé et ça lui permet justement, quand il est sur sa jambe avant, de revenir en posture normale, esquiver et revenir réattaquer en étant déjà très très proche de son adversaire. Pour initier, c'est très simple, il n'a qu'à tendre le bras. Il n'y a pas besoin de mouvement d'épaule, il n'y a pas besoin de mouvement de hanche.
on est habitué en sparring, à l'entraînement, depuis qu'on fait du MMA, depuis le tout début, à des mecs qui ont une rotation du corps, du haut du corps qui est flagrante, et c'est là-dessus qu'on a les automatismes défensifs. Quand on est face à quelqu'un qui tend juste son bras, comme Ned Diaz aussi dans ses grands jours, on n'a pas l'habitude, on ne voit pas les jabs venir, et du coup, il a fait que encaisser. Et le troisième point que j'ai beaucoup aimé, c'est sa façon dont il se déplace, en fait. Il passe de gaucher à droitier, mais d'une manière super fluide. Donc Nasrat, il ne savait pas à quel moment il était en garde ouverte, à quel moment il était en garde fermée. Et sa posture à Bobby Green, comme je dis, comme il ne bouge pas beaucoup les épaules pour envoyer ses frappes, il tend juste les bras. Tu ne sais pas si c'est un jab ou un direct qui vient, parce que ça vient à la même vitesse et ça vient de la même distance. Et ça a complètement perdu Nasrat. Je crois qu'il n'a jamais même fait un sparring contre quelqu'un qui envoyait des frappes pareilles. Et puis, comme tu l'as très bien dit, Rust, au premier round, Green était fort en mode je chasse la tête. Donc, réflexe défensif de Nasrat, je vais bloquer, je vais chercher à contrer derrière pour créer l'ouverture, jab au corps, l'ouverture à la tête, il vient attaquer la tête. Au moment où il défendait beaucoup la tête, je pense que c'est dans le troisième round, il a mis un crochet au corps, ça a résonné dans toute la salle malgré qu'il y avait un public, ça a fait des frissons dans le dos, c'était masterclass. Là, si on veut mettre une masterclass sur l'UFC 271, je parle français, c'est pas 271, Bobby Green. Mais donc là, qui pour Bobby Green, qui est en feu complètement, qui a envoyé Al Iaquinta à la retraite, vous voulez le mettre face à qui? Parce que dans cette... Chris a quelqu'un en tête. Brad Riddell. Ah oui. Oui. Mais Brad Riddell vient de perdre, non? Oui, Brad Riddell vient de perdre contre Fiziev, oui. Contre Fiziev. Mais il est 14. Il est 14 dans la division. Et là, à mon avis, Bobby Green va s'afficher en 15. Il va venir prendre la place de Carlos Diego Ferreira, qui est numéro 15. D'autant plus qu'effectivement, en deux secondes, mais pour ce combat contre Fiziev, alors il l'a perdu, c'est sûr, parce qu'il a perdu les 2 premiers rounds. Mais si ce combat va un tout petit peu plus loin, honnêtement, la vapeur était salement en train de changer pour Bobby Green contre Fiziev, dont on pensait qu'il allait le tuer, quoi. Ouais. Totalement. L'autre option, ce serait peut-être le vainqueur entre Alvarez et Tsarukyan. Ça va être... Oh là 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 là. Mais alors là, si c'est Tsarukyan, on a une vraie opposition de style. Ouais, moi, j'aimerais bien voir Bobby Green contre un striker, quoi, pour qu'on se fasse un gros truc debout, quoi. Je suis d'accord. Et Queen, messieurs, de Drew Dober. Oh. Même si c'est vrai qu'il est sur 2 défaites consécutives, malheureusement. Je crois qu'il n'est plus classé. Il n'est plus classé, Drew Dober. Difficile à vendre pour un main event si on veut faire ce plaisir à Bobby Green de le mettre sur un main. Je pense qu'il reste un peu juste là pour l'instant pour un main event quand même. Ça dépend contre qui à la limite, hein. Parce que faut voir qui y a dans le top. On a bien Jamal Halil contre Johnny Walker ce week-end en main event. C'est ce que j'allais dire, c'est exactement. C'est un remplacement des dernières minutes. Non, c'est vrai. Et d'autant plus, j'ai pas envie de mettre des taquets complètement gratos, mais c'était quoi Donc c'était 2 combattantes que je connaissais à peine de nom. Norma Dumont. Ouais, Norma Dumont. Ah oui, non, c'était Aspen Ladd. Ouais, je connaissais Aspen Ladd. Norman Dumont, je connaissais même quasiment pas. Donc c'est vrai que c'est vrai qu'en termes de main event, en fait, maintenant, je crois que on est plus, ça va, on peut se permettre, quoi. Mais et juste sur la carte principale, tout dernier truc, je voulais juste simplement ticker ce qu'a fait Renato Moicano parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est vraiment, je kiffe les gens qui sont capables. Hernandez, donc son adversaire du jour, c'est quelqu'un qui est fougueux et qui est très flashy dans ce qu'il essaye de faire. Et qui est insupportable en dehors de la cage. Absolument, oui, tout à fait. Et en gros, j'aime beaucoup un petit peu ces espèces de... C'est pas des, tu sais, comment on appelle ça, des fables de La Fontaine ou quoi, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire, tu vois, mais en gros, simplement quelqu'un, d'ailleurs ça a été déjà le cas contre Cowboy Cerrone, qu'il avait un petit peu apprivoisé, mais là ça a été un petit peu pareil, il est revenu tout feu tout flamme Hernandez, et Hernandez, il avait un tout petit peu de succès d'ailleurs au début avec ses entrées rapides, mais on a eu, comme c'est très souvent le cas, une prédominance après quelques minutes, et quand Renato Moicano a commencé à choper le timing, de, une boxe, disons un kickboxing, un MMA, à l'économie, mais dans tous les bons sens du terme, avec des petites esquives et des retours, genre esquive-retour en direct, qui étaient mais vraiment al dente, c'était magnifique. Et tout un arsenal, tu sentais qu'il avait pas besoin de faire beaucoup, parce qu'il savait ce qu'il faisait pour contrer, toucher
et finalement terminer Hernandez. Et c'était vraiment beau de la part de Moïcano, on n'en parle jamais. Et je voulais juste rendre hommage parce que franchement, il fait toujours des très beaux combats, quoi. Merci Moi, Rust pour cet hommage. Quand j'ai vu le premier round, je me suis dit, bah là, on trouve un Moïcano qui sert son jeu et ses compétences. Parce qu'on a vu un Moïcano qui s'emballait certaines fois dans des combats contre Ortega, contre Qatar. C'est une belle performance, mais de temps en temps, il se laisse emporter par là où va le combat. Et cette fois-ci, il était un peu plus proactif et il a fait exactement ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu peur quand Hernandez revenait après s'être relevé du premier takedown, parce qu'Hernandez, il a eu une efficacité de dingue pendant 1 minute 30 d'affilée. Ouais. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a eu un recul du buste avec un direct et il y a aussi une esquive sur le côté sur un jab, et un peu comme McGregor a fait contre Mayweather. Si on veut prendre le highlight de McGregor contre Mayweather, c'est esquive sur le jab et le petit uppercut qui vient toucher. Là, c'était qui avait sonné Mayweather, on se souvient. Ouais. Ouais, on se souvient. Mais oui, voilà, c'est juste pour parler de Moïcano. Et voilà, et on va finir avec le main event du week-end. Donc là, on compte sur Chris, bien évidemment. Un choc absolu entre deux anciens espoirs absolus de cette catégorie light heavyweight de l'UFC. Johnny Walker contre Jamahal Hill. Alors, Johnny Walker, j'ai l'impression que l'UFC est un peu désespéré parce qu'ils remettent inlassablement les highlights de cette espèce de période où finalement on se disait mais qui peut l'arrêter finalement, Johnny Walker. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a pas mal de combattants comme ça, enfin j'entends dire il y a pas mal de combattants, mais là j'ai que Johnny Walker en tête, en fait passer le côté ultra insaisissable des mecs est finalement extrêmement surprenant. À partir du moment où ils se prennent un stop, c'est impossible pour eux de réussir à revenir. Et là, pour Johnny Walker, on a un petit peu ça. Enfin, je pensais, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit peu cette même impression avec notre cher Volkanos Demir, mine de rien. C'est pas faux, mais par contre, moi, dans ma tête, j'étais parti sur une autre comparaison pour Johnny Walker. Les mecs qui, en fait, trichent de manière innée, parce qu'ils sont nés avec un athlétisme qui est incomparable. Et tu sais, cette catégorie de Yoel Romero, Michel Pereira, Rust. C'est assez marrant parce que je pense que Johnny Walker a fait une grosse erreur dans sa carrière. Il était super excitant et du coup, c'est difficile de se préparer pour lui. Et à sa première défaite, il s'est dit, mince, mon côté excitant ne fonctionne plus parce qu'il a eu une défaite. Et donc, il est allé chez John Kavanagh qui essaye de le cadrer en mode, mec, tu vas jabber. Mais tu peux pas dire ça à un gars comme Johnny Walker. Tu peux essayer de le cadrer en disant, OK, ton agressivité, ton explosivité, on va l'utiliser dans les bons moments. Mais là, son combat contre Thiago, c'était n'importe quoi. Ils se sont regardés et toute ta force, tu l'as transformée en faiblesse. Et tout ce dont tu es mauvais, il manque un mot là-dedans, mais on comprend ce que je veux dire. Tu vas essayer de l'utiliser. Et stratégiquement, c'est pas une bonne chose à faire. Je pense qu'il faut savoir le cadrer pour. Comme Michel Pereira, je trouve qu'il commence à prendre en maturité, c'est-à-dire qu'il gère un peu mieux son combat. Mais quand il sent qu'il y a une porte ouverte, là, il explose et il fait des folies. Et ça fonctionne très bien parce que tu es face à quelqu'un qui est capable de travailler de manière efficace dans la simplicité et puis qui va te faire une folie à laquelle tu t'attends pas et ça va te surprendre. Et là, Johnny Walker, il est de plus en plus décevant, quoi. Le problème aussi, je pense, pour Johnny Walker, je suis vraiment désolé, c'est que il est monté tellement vite, et un peu, c'est pour ça aussi que je le compare à Volkanos Demir, c'est que c'est des gars où, en fait, qui n'ont pas eu, finalement, de route normale vers la ceinture, ou en tout cas une progression normale. Les gars, direct, ils ont débuté face à des mecs qui étaient pas pour Johnny Walker, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est Johnny Walker, directement, il a affronté des mecs du top 6. Et là, aujourd'hui, il peut pas revenir en arrière face à des gars qui lui permettraient, justement, un petit peu de se calibrer. Michel Pereira, là, il a toujours pas affronté de mecs qui est membre du top 5 de la catégorie welterweight. Donc, mine de rien, il a la possibilité de s'exprimer, ou en tout cas d'être face à des gars qui lui permettent d'être mis en valeur. Johnny Walker, là, il est dans quasi une impasse. Et là, finalement, le combat qu'il a là, c'est un combat qui devrait normalement lui permettre de s'exprimer. Alors que quand il lui avait mis, le gars est dans une très mauvaise passe, on te file Nikita Krylov, bon. Ouais, c'est pas un cadeau, ouais. Non, c'est clair. Et puis en plus, il a, c'est pas un problème, parce que c'est la bénédiction et la malédiction quand t'es dans des catégories light heavyweight et heavyweight. C'est que, comme il n'y a pas grand monde, t'es toujours à 2-3 combats d'avoir le titre, en fait. Donc, c'est vrai que la comparaison avec Michel Pereira, elle est réelle et elle est terrible parce que Michel Pereira, il est dans une catégorie où littéralement,
avant le top 20 qui sont tous des assassins, bah, tu as un top 50 où les mecs, c'est quand même des assassins, c'est juste que bah, les autres, c'est l'élite de l'élite, en fait. C'est complètement fou. C'est vrai qu'en light heavyweight et en heavyweight, ben, c'est quand tu mets des KO comme il les a mis comme contre Khalil Roundtree, et d'ailleurs, bah, il a mis un petit peu le même genre de KO qu'on a vu ce week-end avec des coudes, genre mais des trucs de troll, quoi. Bah, le problème, c'est qu'effectivement, ça marque tellement les esprits et les gens, et on a envie qui est le prochain contender pour le titre parce que bah il y a plus grand monde auquel on pense, tu vois. Bah que effectivement t'es rushé et enfin, soit ça peut être effectivement une bénédiction comme on le voit comme ça a pu être le cas, pardon, comme pour John Jones, je vais y arriver, mais parce que John Jones, c'est un talent comme on en voit une fois tous les 10 ans, donc oui, ça a marché pour lui, mais enfin voilà, quoi, c'est John Jones, c'est incomparable. Et c'est vrai que pour le reste, ben, on pourrait utiliser l'exemple aussi de Francis Ngannou, qui est arrivé vers le titre pareil parce qu'il n'y avait pas grand monde. Il s'est fait battre à l'expérience de manière magnifique par Stipe. Et ensuite seulement, mais il avait eu son title shot, à la différence de Walker, ben, il a pu se construire, il a pu revenir avec vraiment un arsenal complet, apprendre de ses erreurs, et maintenant c'est un Golgoth, c'est un monstre. Donc, ben, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Il est resté avec John Kavanagh pour ce camp d'entraînement, je crois. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va arriver. Je ne sais pas effectivement s'il va se dévergonder peut-être un petit peu plus, parce que si ça se trouve, la performance qu'il a livrée, lui-même n'en est pas satisfait et il a envie de revenir et de montrer à tout le monde que. C'est difficile à dire parce que je connais un tout petit peu John Kavanagh. J'avais coaché contre lui au Bellator et j'ai eu un feeling quand j'étais au Bellator. Il y avait 3 événements d'affilée. C'était à Milan. Ils avaient fait jeudi, vendredi, samedi, un peu version Cage Warriors. Et je sais pas, il devait coacher 20 personnes sur les trois événements. Et donc, j'ai l'impression que John Kavanagh a vraiment eu son succès avec McGregor et que maintenant, il y a plein de gens. J'ai certains de mes combattants qui vont faire de temps en temps des camps chez lui. Morgan Charrière, je pense qu'il y va de temps en temps au SBG. Azael Adjouj aussi. Je pense il a compris un peu le business, c'est-à-dire qu'il devient manager de pas mal de mecs qui sont même pas en Irlande, mais dans le reste du monde. Et puis, il les place tous au Bellator parce il est très très proche du Bellator et je pense qu'il a il a trop à gérer tout seul et donc il s'est plus concentré de manière vraiment focus à 100% sur la stratégie de chacun des athlètes, même ceux qui sont au plus haut niveau à l'UFC. C'est difficile. À un moment, tu dois choisir entre quantité et qualité, ou alors tu dois savoir déléguer. T'as pas le choix. Tu sais pas tout faire tout seul. Soit tu prends peu de gens comme Trevor Whitman, soit tu prends plus de monde, mais alors tu dois travailler des gens à côté de toi, comme Greg Jackson qui s'était affilié avec Mike Wilkenjol à l'époque. Voilà, à 2, tu sais déjà gérer 2 fois plus de gars. Et là, j'ai l'impression que John Kavanagh, il a pas assez de temps pour chacun de ses athlètes. Et donc, il bâcle un peu toutes les stratégies ou toutes les programmations d'entraînement. Après, je spécule, hein, je vais parler directement, mais je vais pas poser ce genre de questions. Donc, ça fera un bon titre pour le podcast. Chris s'attaque à John Kavanagh. On va garder ça. Ouais, mais c'est vrai que ouais, ça fait effectivement écho, et je crois que c'est Morgan qui l'avait dit encore une fois. Mais oui, de toute façon, je suis quasiment sûr que c'est Morgan, mais il l'avait dit de manière juste tout à fait factuelle et sans absolument mettre de cartouche. C'est simplement qu'il avait dit quand il avait été au SBG qu'en fait John Kavanagh, il est dans son bureau et c'est vrai qu'il a maintenant il est beaucoup moins entre guillemets sur le rinté qu'il ne l'était avant, et donc ça corrobore tout ce que tu dis, Chris, parce que bah, effectivement maintenant il est beaucoup plus il est au-dessus et il supervise, mais effectivement du coup ben quand on voit par exemple ce que fait Trevor Whitman en ayant 3-4 combattants, et lui-même le dit explicitement, bah, si je veux vraiment être efficace, je suis obligé de me concentrer sur des combattants parce que je veux partager quelque chose avec eux, pour les comprendre, pour pouvoir parler avec eux, pour les connaître en même temps psychologiquement, mais pouvoir les regarder précisément, chaque entraînement, techniquement les faire progresser, ce qui va pas. Bah, c'est vrai que, enfin, comment dire, on est qu'humain, et c'est impossible effectivement à faire si tu as ne serait-ce que, j'imagine, une vingtaine de combattants de haut niveau. Tu peux pas, c'est impossible de donner le même temps à chacun, quoi. Non. Par contre, je dois avouer qu'il est bon dans le coin, parce que il y avait pas de public, donc j'entendais tout ce qu'il disait et il entendait tout ce que je disais. Et j'étais vraiment là,
Ah, le bâtard, il donne des bonnes indications, il donne des bonnes informations. Et il était venu chez moi après le fight en disant plus ou moins la même chose. Genre, on s'ennuyait l'un l'autre avec nos instructions vers nos combattantes. Mais bon, c'était de bonnes guerres. Pour l'information, j'ai perdu. Enfin, mon athlète a perdu contre Mandy Bomb, qui est maintenant à l'UFC d'ailleurs. Oh. Ouais. Voilà. Voilà, les petites infos, les petits insights. Mais oui, c'est bien trop cool. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, pour de nouvelles aventures. On compte sur vous plus que jamais pour nous trouver un nom à cette nouvelle émission. Attention, dans le La Sueur Universe, donc attention, on a notre nouveau blockbuster. Exactement, c'est le Far From Home de la Sueur, là, attention. Bien, les gars, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Puis voilà, à très vite.